Bienvenue à notre balado Impact, le balado qui fait réfléchir sur notre façon de voir le leadership. Je suis Mélanie Denami. Ici, on explore comment les défis deviennent des catalyseurs de performance, comment l'authenticité inspire la confiance et comment chaque impact, petit ou grand, peut transformer. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec un ancien collègue et ami, Sébastien Auger, sur l'importance de la rémunération dans un contexte de transformation organisationnelle. Sébastien est un grand passionné de rémunération. Il a travaillé dans ce domaine pendant plusieurs années dans des organisations variées et il enseigne également cette discipline pour partager ses connaissances. Aujourd'hui, nous discutons sur les conversations difficiles qui nous amènent à vouloir aligner les perspectives individuelles à celles de l'organisation. Sébastien, bienvenue à notre deuxième épisode du podcast Impact, la rémunération, un levier de la transformation. Merci pour l'invitation. Bien, ça fait plaisir. Écoute, quand je pensais à ce sujet-là, pour moi, ton nom, m'est venu en tête. Pour moi, quand les gens me posent la question sur le leadership, je dis toujours que c'est basé sur notre histoire, sur nos valeurs, sur ce qui est vraiment important pour nous. Puis pour moi, quand je regarde un peu ton parcours professionnel puis tes intérêts, tu es passionné, par la finance. Tu es animé par la création de valeur, pas juste pour toi, mais aussi pour les autres. Oui. Fait que pour moi, tu es un modèle, de leadership en ce sens. Puis quand je regarde ton parcours professionnel, tu as commencé comme généraliste, un peu comme moi, au début de notre carrière. Il y a quelques années déjà, on va se le dire. Donc, ça ne nous rajeunit pas. Mais même à l'époque, tu étais vraiment passionné, par le droit d'abord, la médiation. Tu n'avais pas peur, des conversations difficiles. Puis je pense qu'encore aujourd'hui, c'est un peu le cas. Puis je trouve que c'est vraiment toujours un plaisir d'échanger des idées avec toi parce que oui, tu donnes tes points de vue, mais aussi tu es aussi en mode écoute. Fait que ça, pour moi, c'est super intéressant. Fait que je trouvais ça intéressant d'avoir la conversation avec toi sur ce sujet-là, par évidemment tes forces, mais aussi par ton parcours professionnel. Donc, je disais que tu avais commencé comme généraliste, mais tu as aussi l'idée des équipes de rémunération dans des contextes d'acquisition, de croissance, d'intégration, dans des marchés internationaux. Et aussi dans des environnements, de finance et de technologie qui comportent, ces défis en soi. Puis tu enseignes aussi. Fait que tu aimes ça partager, tes connaissances. Tu as enseigné, à Concordia, puis maintenant au HEC. Fait que pour moi, c'était super intéressant d'avoir cette conversation-là avec toi aujourd'hui. Ben merci pour la belle intro. Écoute, ça fait plaisir. Si on regarde un peu le vif du sujet, la rémunération dans un contexte de transformation, moi, je dis toujours la transformation, pour réussir une transformation, l'important, c'est de s'aligner. Puis, on en a déjà discuté, la rémunération, c'est vraiment un levier incontournable en ce sens, mais c'est aussi un sujet qui soulève des passions puis des conversations difficiles. Oui. Quand on pense, transformation puis d'alignement, la question qui se pose, c'est comment on peut aligner les perspectives individuelles avec la transformation organisationnelle. Puis on le voit dans l'actualité aussi, même pas juste dans les organisations. On regarde un peu les grandes négociations de conventions collectives. Ça crée quand même des conversations difficiles. On pense à aussi la rémunération de certaines professions, comme les médecins. Puis on parle énormément de l'intelligence artificielle, donc des transformations d'actualité qui nous amènent à revoir nos façons de faire puis avoir ces conversations-là avec nos gens. C'est sûr que la rémunération, c'est un outil super puissant en gestion. C'est pas pour rien qu'on a commencé à l'enseigner à l'université à un certain moment. Comme tu dis, ça soulève beaucoup de passion. Puis, justement, cet aspect-là doit être bien géré parce que quand tu parles de transformation, pour les gens, la transformation, ça peut être le fun, ça peut être trippant, mais en même temps, s'ils sont préoccupés par leur propre rétribution, ce qu'ils vont percevoir en salaire, c'est ça qui va primer sur la transformation organisationnelle. Après ça, la rémunération, si c'est bien géré, ça va driver les comportements. Mais ça demeure, comme tu dis, une corde extrêmement sensible. Sociétalement, on s'identifie, on se définit, entre autres, par notre salaire. Les gens qui commencent à gagner des gros salaires jeunes dans leur carrière vont souvent vouloir que ça paraisse parce que c'est un peu avec ça qu'on évalue notre valeur. C'est un réflexe humain qui est normal.
Mais c'est un peu pour ça que ça devient une corde extrêmement sensible en entreprise quand on essaie d'aligner, comme tu dis, les comportements et qu'on utilise la rémunération comme levier pour y arriver. Tu donnes l'exemple des médecins, entre autres, qui sont payés à l'acte, hein, on sait. Donc, au Québec, les médecins payés à l'acte, ça veut dire quoi? On envoie un message extrêmement fort qui est le seul critère de performance, c'est le nombre de patients rencontrés. Donc, c'est un peu comme si le message envoyé par le gouvernement aux médecins, c'est la qualité n'a peu ou pas d'importance. Heureusement, on peut se fier dans la plupart des cas à leur éthique de travail, leur éthique professionnelle, mais n'empêche que c'est pour illustrer combien la rémunération s'envoie des messages forts. T'sais. Et d'où pourquoi c'est aussi tant une corde sensible. Tout à fait. Puis je t'écoutais, puis on parle de cette profession-là, mais j'ai plein d'expériences, en fait, qui me viennent en tête où on a dû faire, en fait, justement, des refontes, en fait, de nos programmes de rémunération parce que on se rendait compte que ça drivait peut-être certains comportements et d'autres non. Puis même dans certains cas, des comportements qu'on voulait pas. En fait, je pense qu'il faut faire attention aussi à qu'est-ce qu'on rémunère au niveau de la rémunération, puis les comportements aussi que ça génère. Ah oui, on a souvent tendance à sous-estimer les mauvais comportements qu'on va générer en pensant, en fait, rémunérer les comportements qu'on va chercher. Tous les programmes incitatifs à la vente, entre autres, on l'a vu, là, ça crée un phénomène où il y a souvent de la compétition peut-être malsaine, où il y a des comportements qui sont moins en collaboration, plus en individualité. Ça crée ce genre de comportement-là. C'est un effet, dans le fond, c'est un effet secondaire de ces programmes-là, au même titre que si on pense, bon, on va régler ce problème-là en donnant de la rémunération variable de groupe, hein, des bonnies d'équipe. Mais là, encore là, ça crée un problème d'inéquité. Les gens disent, j'ai contribué plus que telle personne, puis telle personne a le même boni que moi. Fait que ça crée ça aussi des comportements qui peuvent être néfastes, qui peuvent être improductifs, si on veut. D'où pourquoi ça reste une corde très, très sensible. Effectivement. Puis je l'ai vu. Puis on comprend, en fait, l'importance des ventes. Puis souvent, en fait, dans un contexte aussi organisationnel où parfois les ventes ne sont pas nécessairement au rendez-vous ou pas autant, en fait, qu'on le souhaiterait, notre premier réflexe, c'est de voir quel levier, en fait, on peut utiliser pour s'assurer qu'on est en mesure là, de générer, en fait, les bons comportements pour que les revenus soient au rendez-vous. Puis là, ben, comme tu disais, ça peut créer des enjeux, en fait, au niveau de collaboration à l'interne parce que c'est pas nécessairement juste les personnes qui sont directement dans des équipes de vente qui peuvent générer des ventes, mais c'est toute la collaboration avec les autres départements. Donc, parfois, je l'entends, puis peu importe les organisations, de dire « Ah, ben c'est pas moi, c'est tel département, tel individu. » Puis là, ça crée encore là des conversations difficiles, puis une perception justement qu'il n'y a pas d'alignement ou que cette responsabilité ou cette imputabilité-là est juste à un tel département, quand en fait, on contribue tous, en fait, à la création de valeur d'une organisation, directement et indirectement, mais il faut envoyer les bons messages. Mais c'est souvent ça qui se passe avec les incitatifs à la vente, entre autres. On promet aux gens un certain incitatif, mais pour ça, ils doivent contrôler le cycle de vente, ils doivent contrôler les délais, ils doivent contrôler le outcome du dossier qu'ils sont en train de monter, ce qui est parfois pas le cas. Est-ce qu'un programme de rémunération à la vente devrait être le principal élément de rémunération dans ces environnements-là? Si on donne pas aux gens la pleine autonomie sur leur travail, sur le cycle de vente, ben probablement pas. Fait que encore là, l'alignement est un peu et peut-être pas adéquat si c'est ça le genre de comportement qu'on observe. Puis un autre élément qu'il faut tenir en compte, c'est toute la question d'équité, parce que là, les gens peuvent avoir l'impression de contribuer à des niveaux différents et ne pas recevoir, dans le fond, leur juste part de ce qu'ils devraient recevoir. T'sais. Et là, surtout quand les gens commencent à comparer leur salaire, parce que les gens font ça, comparer leur salaire. Et un salaire, ça raconte une histoire, tu sais. Un salaire, ça peut être la combinaison d'années de grandes performances, ça peut être une combinaison de rareté des connaissances sur le marché à un moment précis. De la carrière, ça peut refléter de l'ancienneté, de la loyauté. Donc, le salaire comme tel, si on compare deux individus, il peut y avoir des différences, même si la contribution est semblable.
Et là, ça devient difficile pour les gens de comprendre ça si on n'a pas toute l'histoire. Donc, il y a l'enjeu d'alignement, mais il y a l'enjeu d'équité aussi qui va toujours être une priorité pour nous en rémunération. Puis l'équité, c'est pas scientifique. L'équité, souvent, ça résulte d'une perception. Pourquoi ton salaire est plus élevé que le mien? Et est-ce que dans ma tête, ça fait du sens? Est-ce que pour moi, c'est juste en sachant que j'ai pas toute l'histoire pour raconter ton salaire? Donc, c'est souvent une question d'équité aussi. Effectivement. Je t'écoutais puis je souriais parce qu'on dirait que j'avais plein d'exemples en tête de conversations que j'ai eues dans ma vie ou que j'ai accompagné les gens à avoir. Tu sais, à savoir ce sentiment-là d'équité, en fait. Tu sais, il y a une équité perçue puis une équité, en fait, réelle. Puis tu parlais, en fait, de l'importance de l'histoire. J'ai l'impression que parfois, l'histoire n'est pas si claire que ça. De part et d'autre, ou du moins, on n'a pas l'impression de bien la comprendre. Je vais dire ça comme ça. Je sais pas comment toi tu le vis, là. Ben, effectivement, c'est pas tout le monde qui comprend l'histoire, surtout s'il y a eu du roulement de managers, surtout s'il y a aussi, tu sais, c'est pas tous les managers qui ont nécessairement le courage de dire aux gens, ben, pour nous, c'est ça que tu vaux, ton salaire, pour moi, il est correct. Souvent, ben, c'est pas facile comme conversation à avoir, puis les ressources sont pas illimitées, les budgets sont pas illimités. Ce qui fait que, en plus, on ajoute à ça une espèce de tendance en ce moment, la transparence salariale. Les gens réclament ça beaucoup. Ce qui existait un peu informellement. Quand les gens comparent leur salaire entre eux, c'est une forme de transparence salariale informelle. Et là, de plus en plus, on voit cette tendance-là aller vers des règles strictes en transparence salariale. Et inévitablement, ce qui va venir avec ça, c'est que les salaires vont avoir tendance à devenir égalitaires. Parce qu'on n'osera plus, étant donné que les gens vont avoir accès à l'information, on n'osera plus différencier les salaires comme on est habitué de le faire en assumant que ça va être secret, que ça va être confidentiel. Donc là, plus on est en faveur de la transparence, plus on va tendre vers des salaires égaux pour un emploi égal et non pas un salaire qui raconte une histoire. Ou des fois, l'histoire, d'ailleurs, c'est les capacités de négociation de la personne. Quelqu'un qui change souvent d'emploi a plusieurs fois l'opportunité de négocier à la hausse et pour l'entreprise, il y a toujours un billet de nouveauté, d'aller chercher du talent externe. Il y a un billet rattaché à ça. Il y a une excitation que l'entreprise est prête à payer pour. Des fois, il y a une surestimation du potentiel ou de la capacité, des compétences de la personne qui s'en vient. Donc, tout ça, ça va venir créer des inéquités qui risquent de faire mal. Plus on va aller vers la transparence salariale. Tout à fait. Puis, je pense qu'il ne faut pas non plus... il faut se dire les vraies choses dans la mesure où il y a quand même une game à l'intérieur de ça, de part et d'autre, dans la mesure où je ne suis pas satisfait de mon salaire, où je veux aller voir, en fait, ce que je vaux, si je peux dire, entre guillemets. C'est un élément de conversation où tu arrives puis tu te vends à des gens qui ne connaissent pas. Puis si je suis un bon vendeur à ce moment-là, je suis peut-être en mesure d'aller chercher, je sais pas, un 5-10 000, du moins un montant supplémentaire. Puis si cette information-là est mise de l'avant, bien après ça, on a l'impression qu'il n'y a pas d'iniquité, en fait, au sein de l'organisation. Puis rapidement, un chaos peut s'installer. Je l'ai déjà observé. Puis même d'un autre côté aussi, dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, on l'a vu beaucoup, où on approchait les gens, même les gens qui n'étaient pas nécessairement à la recherche, puis on leur offrait plus. Donc, ça aussi, ça devenait un peu un élément où les organisations devaient être réactifs, puis de dire « Oh non, mais je veux pas perdre tel talent ». Fait qu'il y a vraiment cette dynamique-là qui peut s'installer au quotidien, au-delà de la transformation. Ah oui, puis d'ailleurs, souvent, les gens vont penser que... Parce que c'est presque toujours vrai qu'on peut aller chercher un peu plus ailleurs si on magasine. C'est ça la réalité, tu sais. Parce que le marché comme tel n'est pas un taux de salaire unique. Des fois, on a ça, nous, souvent, Raymond, des gens qui viennent nous voir pour dire « J'ai une proposition avec un salaire qui est 5 000 ou 10 000 de plus que mon salaire actuel, donc je suis sous-payé. Donc, tout le monde est probablement sous-payé ici. » Alors que le salaire de marché, c'est pas un taux unique. Je n'ai pas une valeur scientifique. En fait, j'en ai probablement une sur un marché économique de l'emploi, mais je veux dire, l'individu ne connaît pas avec précision sa valeur
sous la forme d'un taux unique. Donc, c'est vrai qu'on peut souvent aller chercher un petit peu plus ailleurs parce qu'il existe ce biais-là de nouveauté. Les entreprises sont prêtes à payer pour cette excitation-là. Si je vais essayer de négocier mon salaire à l'interne en disant « je pense que je vaux 5 000 de plus », très faibles sont les chances de l'obtenir. Mais si je vais à l'externe puis que je demande 5 000 de plus, il y a de fortes chances que je l'obtienne à cause de ce biais-là, cette prime aussi qui vient avec le risque de changer d'emploi. Donc, ça va venir créer cette espèce de phénomène-là où changer d'emploi souvent, puis c'est démontré par les études, ça va être avantageux financièrement. Donc, c'est comme de dire de rester loyal à une entreprise. Dans certains cas, ça peut vouloir dire se priver financièrement aussi. C'est intéressant, en fait, comme réflexion. Puis je pense que tu as nommé quelque chose pour moi qui est vraiment clé dans ces discussions-là, puis dans cette réflexion-là. Quelle est ma valeur? Ouais. C'est combien je vaux? Tu as utilisé le mot combien je vaux. Et encore une fois, la réponse n'est pas scientifique à ça. Ça dépend du marché, tu sais, ça dépend de l'état actuel du marché, ça dépend de plein de variables, le chômage, etc. Mais les taux de marché, généralement, c'est un range, c'est une approximation. En fait, c'est des percentiles, il y a une médiane. C'est comme ça qu'on regarde en rémunération les données de marché. C'est toujours sous forme de médiane avec des percentiles. Et nous, on considère que la médiane n'est pas le taux de marché unique parce que ça serait ce serait incomplet comme façon de regarder la donnée. On préfère regarder ça sous forme de range entre un certain et un certain autre percentile. Ou par exemple la médiane plus ou moins 10%. C'est le genre de choses qu'on fait pour faire l'évaluation d'un taux de marché. Donc après ça, évidemment, il va y avoir des divergences parfois entre le salaire d'une personne et la médiane du marché. Mais la médiane du marché n'est pas une donnée unique à utiliser. D'ailleurs, la médiane du marché, ça intègre plein d'informations aussi. Quand on parle du taux de marché, ça intègre plein d'informations comme la loyauté, l'ancienneté, la seniorité, les compétences. Je veux dire, si j'ai une personne relativement jeune dans un rôle, c'est normal que cette personne-là n'ait pas le taux de marché. En même temps, si la personne est pleinement performante, elle va s'attendre à l'avoir, ce taux de marché-là. Donc, il ne faut pas le regarder comme une donnée unique, il faut vraiment le regarder comme quelque chose d'évolutif. Tu sais. Je pense que c'est ça qui fait que les conversations ne sont pas simples. Les conversations sont toujours passionnelles quand c'est le temps de parler d'argent. Puis on sait pourquoi. Je veux dire, les gens, en général, en fait, il y a à peu près la moitié des gens qui s'estiment correctement payés et une autre moitié, moins peut-être un 5%, là, qui s'estiment sous-payés. Donc, la moitié de la population s'estime sous-payée, c'est quand même majeur. Tout à fait. Et le 5%, là, en fait, là, auquel je fais référence, c'est des gens qui s'estiment surpayés. Ces gens-là, on les entend pas. Non, effectivement. Ils sont pas mal J'ai tranquilles. pas vraiment d'exemple qui me vient en tête. Ils viennent pas le proclamer haut et fort, ce qui est pas nécessairement le cas pour les gens qui s'estiment sous-payés. Et la proportion est forte. Puis c'est pas nécessairement une question d'être sous-payé par rapport à ma contribution. C'est souvent... On veut faire plus d'argent. Tout le monde veut faire plus d'argent. Effectivement. Donc, c'est facile de dire « je devrais être payé plus ». On a même des gens, des fois, qui viennent nous voir en disant « ben moi, mon train de vie fait que ce salaire-là ne fonctionne pas pour moi, il faut m'augmenter ». Et pourtant, nous, c'est pas comme ça qu'en entreprise qu'on prépare. Puis je l'ai observé, moi aussi, en fait. J'ai l'impression que des fois, les gens... sont peut-être un peu maladroits dans ces conversations-là, mais d'un autre côté, il y a quand même une certaine honnêteté dans le sens de dire mon train de vie que j'aimerais avoir n'est pas représenté dans mon salaire. Mais c'est plus de l'autre sens qu'on devrait le regarder. On passe nos journées, littéralement, à sensibiliser les gens, à utiliser les bons comparateurs. Quelqu'un qui nous dit ça, dans le fond, croit mériter un train de vie X et donc son salaire devrait lui permettre. Alors que c'est pas comme ça en entreprise qu'on détermine la rémunération globale, tu sais. Puis quand c'est pas ça, par exemple, des fois, on voit des situations où les gens se comparent à... En fait, vont comparer des emplois complètement différents, même si la personne qui occupe le poste ont des similarités dans leurs compétences. C'est pas le même rôle. Donc, c'est correct qu'il y ait parfois des divergences. C'est toujours une question de qu'est-ce qu'on utilise pour mesurer l'équité, parce qu'encore une fois, l'équité, c'est pas une science.
C'est un ratio. Et là, ben, c'est quoi le dénominateur qu'on utilise quand on fait cette équation-là dans notre tête? Nous, on passe notre temps à essayer d'accompagner les gens à utiliser les bons comparateurs, que ce soit dans le marché ou que ce soit à l'interne, tu sais. Se comparer à un poste plus haut, se comparer à quelqu'un qui a plus d'expérience. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est des gens qui comparent sur la base de la performance en disant « je performe plus, donc je devrais être payé plus ». Mais là, la question devient, puis là, c'est une question culturelle en entreprise. Est-ce qu'on devrait payer les compétences plus rares ou payer le travail important? Parce que c'est pas toujours la même chose. Une personne qui travaille fort, qui est extrêmement productive, devrait-elle être payée plus cher qu'une personne correctement productive, mais qui a des compétences niches dans le marché? T'sais, à un moment donné, il faut faire des choix. Qu'est-ce qu'on paye? Qu'est-ce qu'on choisit de payer? Est-ce qu'on choisit ce qui est rare parce qu'on veut retenir le talent rare ou est-ce qu'on choisit de payer ce qui est performant pour rester efficace? C'est des décisions difficiles qu'on a. Effectivement, puis je t'écoutais, puis je me dis ça fait partie des conversations à un niveau, je vais dire, plus organisationnel qu'il faut avoir. Mais après ça, de s'assurer que tout le monde la comprend, cette histoire-là, pour pouvoir bien la véhiculer. Puis après ça, on amène la perspective individuelle de l'individu qui, comme tu le mentionnais, veut plus. Donc, moi, je veux plus dans ce contexte-là. Donc, oui, on a parlé de peut-être aller voir à l'externe, mais à l'interne, avec le développement de mes compétences puis de ma performance, je peux espérer à gravir les échelons puis à vouloir gravir, en fait, les échelons aussi. Oui, définitivement. La situation qui se passe en entreprise, c'est que les entreprises ont très peu en ce moment d'incitatifs à être transparents sur les pratiques de rémunération. Pourquoi? Parce que, on l'a dit à plusieurs reprises, ça soulève tellement de passion. C'est comme ouvrir un panier de crabes à chaque fois. Les entreprises n'ont peut-être pas le goût, l'appétit pour ça. D'où pourquoi les lois commencent tranquillement à essayer de pallier ce manque de transparence-là en forçant les entreprises à divulguer au moins des fourchettes salariales ou des ratios d'équité, par exemple, basés sur le genre ou ce genre de choses-là, pour essayer de pallier. Parce qu'effectivement, la plupart des gens en entreprise ne connaissent pas les règles d'administration des salaires et c'est voulu. Parce que si on ouvre toutes nos règles d'administration des salaires, on va soulever beaucoup de passion, on va soulever des questionnements sur l'équité, alors que on n'a pas toujours les bonnes personnes ou des managers et des gestionnaires d'entreprise qui sont à l'aise d'avoir ces conversations-là et qui eux-mêmes comprennent les règles de rémunération qu'on utilise. Effectivement, puis ça se peut qu'eux-mêmes ne soient même pas nécessairement satisfaits de leur propre salaire et doivent avoir cette conversation-là aussi avec d'autres qui ne le sont pas aussi. Les ressources ne sont pas illimitées. Donc, généralement, on prend des décisions de rémunération à l'intérieur d'un certain budget en essayant de respecter certaines règles d'équité. Ça résulte, tu sais, tout le monde aime ça communiquer des bonnes nouvelles, tout le monde aime ça communiquer des belles augmentations de salaire généreuses. L'inverse, c'est un petit peu moins naturel et surtout en sachant à quel point ça vient chercher les gens. D'où pourquoi le fait de se développer à l'interne, c'est sûr que c'est un bon levier pour progresser, mais ça prend les bons mécanismes de rémunération aussi pour venir récompenser cette progression-là. Il existe un phénomène qui est commun, surtout aux États-Unis, mais on le voit de plus en plus ici, les promotions dans le rôle. C'est-à-dire, je garde le même rôle, mais je suis promu dans mon rôle, donc comme être un peu plus senior, mais la job ne change pas, la structure ne change pas, je fais juste être payé plus cher pour avoir des meilleures conditions pour reconnaître que j'ai atteint un certain niveau d'ancienneté. Fait que ces promotions-là sont une façon de venir récompenser cette progression-là, cette évolution-là des gens qui développent leurs compétences. Mais si on n'a pas ce genre de mécanisme-là, ben, les gens vont se développer, mais ils vont continuer d'avoir 2% d'augmentation par année. C'est moins motivant, c'est moins intéressant de rester loyal aussi. Je trouve ça intéressant parce que des fois, on peut avoir la perception que gravir les échelons dans l'organisation, c'est nécessairement, en fait, occuper un poste de gestion. Mais la gestion, c'est pas nécessairement pour tout le monde, dans la mesure où il y en a pour qui ça les intéresse, mais il y en a pour qui moins. Fait qu'il y a quand même, je trouve, un piège, un risque, dans le fond, d'avoir des gens qui vont évoluer pour augmenter, en fait, leurs conditions de travail sans nécessairement être intéressés par ce type de profession-là. Je suis certain que tu l'as vu. Puis on en parle souvent des gestionnaires experts qui montent. Puis, en fait,
c'est des individus qui ont leur valeur dans l'organisation, mais par contre, quand tu n'es pas nécessairement motivé à gérer, bien, quand il arrive justement des conversations de gestion, des décisions de gestion, mais les gens, ils sont pas nécessairement intéressés à les avoir. Fait qu'on a plus l'impression je ne vais pas dire qu'on force les choses, mais on les sort dans une zone de confort qu'ils n'ont pas nécessairement envie d'aller. Puis ça, je trouve que c'est un piège. Oui, ben tu sais, le leadership, là, c'est malmené comme concept, hein, parce qu'il y a plein de monde qui pensent qu'ils sont très bons, de très, très bons leaders, alors que c'est pas toujours le cas. Oui, souvent en entreprise, pour progresser, ça vient avec une portée de gestion. Mais gérer du monde, on le sait, là, ça vient avec beaucoup de des problèmes, des situations à régler, des défis du point de vue humain. Ça vient avec un paquet de défis. Et malheureusement, pour les gens qui reconnaissent ne pas avoir soit les compétences ou l'intérêt pour gérer ce genre de situation-là, ben ces gens-là, ils finissent par plafonner. C'est difficile de monter en entreprise puis d'améliorer tes conditions jusqu'à un niveau où, sans gestion de personnel, tu continues à progresser. Donc, ça crée des leaders qui sont peut-être pas là pour les bonnes raisons. Parce qu'on associe souvent ça au prestige, au pouvoir, le fait de gérer des gens. Alors que si la motivation de la personne, c'est d'aller chercher une meilleure rémunération, ben c'est pas le bon levier. Ça devrait pas l'être, à tout le moins. Effectivement. Puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant l'exemple que tu donnais, en fait, là, parce que ça permet de reconnaître aussi des professionnels qui ont une expertise aussi dans leur domaine. Tu parlais de l'importance des compétences, mais aussi de la performance, productivité, en fait, de nos gens. Fait que, moi, ce que je retiens jusqu'à présent aussi de notre conversation, c'est toute l'importance, en fait, d'être très lucide dans notre façon, en fait, de gérer, puis de s'assurer que c'est aligné, en fait, avec la vision qu'on a pour notre organisation. Parce que moi, je pense aussi que chaque organisation, on a des bonnes pratiques, mais a aussi son histoire et sa façon, sa culture. Puis il faut s'assurer de vraiment bien arrimer ces éléments-là, puis de se permettre de les re-questionner dans le temps. Ce qui était vrai il y a quelques années, c'est peut-être pas encore vrai aujourd'hui. Puis ça, je pense qu'il faut se permettre d'avoir ces questionnements-là pour savoir si c'est toujours pertinent, puis de se permettre de l'adapter, puis j'ai envie de dire, sans le complexifier, parce que je suis sûre que tu l'as déjà vu, parfois, on a tendance à complexifier les choses, puis là, ça crée plus de confusion aux choses, parce qu'on dirait que un peu comme dans un buffet, on veut un peu de tout. Puis là, on s'y perd. Ça, tu l'as probablement vu aussi, on l'a vu ensemble, des formules de rémunération incompréhensibles où les gens sont pas capables d'estimer ça pourrait être quoi potentiellement leur rémunération globale, ça existe. T'sais. À force de vouloir tout intégrer, on dilue tellement tous les ingrédients que ça n'a plus d'intérêt. T'sais. Au même titre que les bonnies, en entreprise, on envoie des fois des bonnies que c'est acquis d'avance. Les gens savent qu'ils vont avoir tel montant. Ça n'a aucun impact sur les comportements au quotidien, ça n'a aucun impact sur l'engagement. Est-ce que je vais, demain matin, être content d'aller travailler puis me dire je vais donner mon maximum parce que je veux un plus gros boni, si je sais qu'au final, je vais avoir le même montant que d'habitude et que je ne sais pas comment ça a été déterminé? Fait que ces pratiques-là, surtout à mesure que ça devient usé, si il n'y a pas assez de différenciation, si c'est pas un montant assez significatif aussi pour faire la différence, faut pas espérer voir des impacts sur les comportements des gens avec ce genre de programme-là. En tout cas, pas les comportements au quotidien, peut-être dans une certaine globalité, mais demain matin, là, qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'aller travailler et qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'en donner plus, puis de se dépasser, puis de contribuer davantage? Tu parlais de transformation. On sort là de moins en moins, on va parler de la transformation numérique, c'est un peu dépassé. Là, on est dans l'AI. Fait que finalement, on est tout le temps dans des transformations, pour moi, c'est sans fin. Exact. Et là, l'AI, on commence à être, surtout en Rémun, là, mais dans tous les domaines, mais en Rémun, on est prudent. Est-ce qu'on va continuer à investir massivement dans certaines formes de talent en sachant pas si ces rôles-là vont exister encore dans quelques années? Le président de Microsoft AI a dit dernièrement que d'ici 18 mois, il n'y a plus de raison de faire du travail administratif dans aucune entreprise. Effectivement. C'est déstabilisant. Après ça, nous, on est en train de penser... Moi, ça me fait rêver, en fait, mais oui. En fait, ça fait rêver, ça peut inquiéter. Effectivement. Ça peut créer toutes sortes de... Mais encore là, c'est ambitieux. Au Québec, on a un environnement du travail où on a des syndicats, on a une réglementation qui prend énormément de place dans les décisions de gestion.
Fait que tout ça fait que je pense pas, en tout cas, ça serait surprenant que dans 18 mois, il n'existe plus d'emploi de nature administrative au Québec. Mais n'empêche qu'on est dans une espèce d'entre-deux où les entreprises, je pense, dans les prochaines années, vont souhaiter être prudentes par rapport à dans quoi on investit en rémunération. Est-ce qu'on investit encore autant dans notre transformation numérique en sachant que là, ben, l'AI va pouvoir le faire pas mal pour nous? Est-ce qu'on investit un peu plus dans notre talent, dans notre force de vente, par exemple? Mais là, est-ce que les stratégies vont devoir changer et être adaptées? Fait qu'en ce moment, là, on est tous, je pense, en mode prudence et curiosité de voir comment ça va évoluer. Effectivement. Puis, tu parlais justement de l'intelligence artificielle puis de d'autres transformations qu'on avait connues par le passé. Moi, j'y crois fermement. Je pense que c'est pas notre première transformation. Puis, chaque transformation est un peu différente parce qu'il y a des variables différentes, là. Mais dans tous les cas, moi, je trouve, la destination, souvent, elle est claire, mais l'impact, puis quand est-ce que ça arrive, ça varie. Moi, je pense que ça va varier d'une entreprise à l'autre, tout dépendant des industries. Ça, j'y crois assez fermement, j'ai envie de dire, parce que je l'ai vu. Mais ce que je réalise aussi, puis ça peut permettre aussi à des organisations de bien se préparer en attendant qu'on est un peu dans cette zone-là. Parce que là, on parle de transformation, mais des fois, ta fondation n'est pas si solide que ça. Puis tantôt, tu me parlais en fait des enjeux, puis il y a un sujet, moi, qui me vient en tête, qui me tient beaucoup à cœur, c'est la refonte de la gestion de la performance dans les organisations, parce que je trouve que cette fondation-là est tellement importante. Donc, si on a de la difficulté, en fait, à bien gérer cette performance-là, puis quand je dis gérer, c'est-à-dire comment on stimule la performance dans une organisation. On veut de la croissance au niveau de l'entreprise. Puis moi, je pense que ça passe par le biais, en fait, du développement puis de la croissance, en fait, de nos gens. Fait que comment qu'on s'assure qu'on fait ça adéquatement dans les entreprises pour que justement, quand une transformation arrive, on a déjà une bonne fondation solide. Moi, j'ai pas de réponse à ça parce que tu es une spécialiste en gestion de la performance. Mais tu le vis aussi. Moi, ma question, c'est plus après ça, quand la gestion de la performance va être réglée, comment nous, on va pouvoir relier ça de façon très proche à nos pratiques de rémunération, t'sais. Parce que c'est souvent ce qu'on s'attend de nous, c'est de designer des programmes qui vont être, dans le fond, basés sur des programmes de gestion de performance traditionnels et peu efficaces. Avec des formulaires à compléter, avec des dates fixes, avec des objectifs à rentrer dans une plateforme. Et ça, ben, peu de gens sont très passionnés par ces pratiques-là. Et j'ai connu des environnements où on a essayé d'enlever ça complètement. Exact. Et là, c'est sûr qu'avec le contexte juridique au Québec, c'est difficile de dire on fait pas de gestion de performance parce que on doit documenter nos décisions de gestion. Donc, ça devient un peu difficile. Et puis là, ben, finalement, on décide de tout enlever, mais là, juridiquement parlant, ça nous met à risque. Donc là, on va réimplanter quelque chose et ça va toujours tendre vers cette espèce de paquet de formulaires-là qu'on doit compléter pour documenter des objectifs sans que la conversation comme telle ait tant d'importance que ça. Je pense et j'ose espérer que on va avoir une transformation à ce niveau-là éventuellement. C'est pour ça qu'on a besoin des spécialistes en je pense qu'on n'a pas le choix, en fait. Puis il y a certaines entreprises là, qui le font de mieux en mieux. Moi, je le vois comme quelque chose qui est évolutif. Dans la mesure où je me dis, si dans une organisation, on regarde qu'on a des enjeux, on regarde puis on voit des enjeux, bien, tendons vers comment on peut y arriver. On n'est pas obligé non plus de faire un tout au tout, mais plus on s'en va vers la simplification, puis plus on s'en va justement vers comment, ça revient toujours à ça, à nos conversations ensemble. Tu parlais de l'alignement. Pour moi, il faut s'assurer aussi, c'est pas juste un sujet rémunération ou pas rémunération. Tout ça, faut que ça soit aligné ensemble, que ça envoie les mêmes messages. Donc, on dirait qu'on a eu tendance à vouloir mettre de mécanismes de contrôle, de gouvernance pour que ça soit bien géré, mais ça fait l'effet inverse. Moi, je suis plus dans l'école de pensée de dire, bien, habilitons nos gens, en fait, à avoir ces conversations-là, à bien comprendre ces histoires-là. Puis, en fait, selon moi, c'est assez simple, là, dans la mesure où, quand je rentre dans une organisation, ce que je vais souvent regarder, c'est de dire, bien, c'est quoi la richesse ou la qualité de ces conversations-là? Puis, tu parlais de l'importance juridique. Effectivement, on veut documenter, mais c'est facile de documenter quand c'est clair dans notre tête. Si c'est très clair dans ma tête, la force de mes gens, c'est quoi la valeur qu'ils ont amenée dans l'année, sur quoi ils travaillent même dans certains cas, puis comment, en fait, ils ont évolué, puis ils continuent à évoluer pour donner le meilleur d'eux-mêmes.
moi, je me dis, c'est ça la clé. Puis c'est ça le plus important. Puis quand on se concentre, en fait, sur ces éléments-là, c'est là qu'on est en mesure de simplifier, puis d'avoir, je reviens à ma fondation, une fondation solide pour rajouter d'autres éléments. Puis là, rajouter la notion de valeur, de rémunération, là, ça devient plus facile. Oui, ben nous autres, on attend juste ça, là, que vous nous fassiez des programmes de gestion de performance simples et efficaces. Souvent, on aurait probablement avantage à ce que, parce que c'est souvent en silo, là, en entreprise, le développement organisationnel, la performance, la rémunération, on est un peu comme une forteresse à part, quand dans le fond, on aurait tout avantage à travailler ensemble quand on développe ces programmes-là pour déjà penser, OK, comment je vais pouvoir relier la rémunération globale à ce genre d'accomplissement-là ou à ce genre d'indicateurs-là ou, qui sont simplifiés. Et donc, nous, on attend juste ça, là, de voir des programmes modernes de gestion de performance. J'avoue que j'en ai pas vu énormément. Bien, je te confirme que ça existe. Puis c'est possible, évidemment, quand je nommais en fait les conditions de succès qu'on avait. Dans le fond, d'avoir un bon arrimage, dans le fond, de prioriser ces conversations-là avec nos gens. Puis pour moi, il y a un volet aussi qui est super important pour moi, puis je sais qu'il est pour toi aussi. C'est toute la notion aussi, on parlait de toute l'importance en fait de la valeur qu'on a, puis un peu ce qu'on peut amener dans une organisation. Pour moi, il y a aussi le développement de certaines connaissances de tous sur les connaissances, en fait, financières. Parce que, c'est drôle parce que quand je parlais de ça dans certaines organisations, j'ai été surprise de voir que je faisais face, en fait, à un peu de résistance. Parce qu'on disait, ouais, mais c'est pas nécessairement notre rôle, en fait, de sensibiliser les gens là-dessus. Mais puis après ça, d'un autre côté, j'entendais, en fait, de la rétroaction de dire, ben nos gens n'ont pas beaucoup de business acumen, on parle de l'importance de la profitabilité, puis ils voient pas, en fait, la pertinence. Puis je me dis, c'est tellement un élément important. Puis moi, je suis tellement heureuse, dans le fond, d'avoir, par moi-même, voulu, en fait, de développer mes connaissances sur ce sujet-là, parce que je trouve que ça nous donne une liberté incroyable. Si je suis en mesure de dire, bien, j'investis mon argent d'une certaine façon, je suis capable d'économiser, bien, ça fait en sorte que ça enlève un peu une pression sur mon salaire comme un chiffre. Puis ça me permet d'avoir cette liberté-là que je veux, de vivre la vie, dans le fond, que j'aimerais avoir. Fait que, tu sais, pour moi, là, c'est super important. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ben, écoute, je peux juste être d'accord avec toi. Tu sais, je disais tantôt à quel point on s'identifie à notre taux de salaire. La vraie liberté, c'est quand on n'a pas besoin de faire ça. Nous, on a la chance de voir plus en détail, en fait, tous les programmes de rémunération comme les régimes de retraite. Tu sais. En entreprise, moi, je me questionne toujours quand je vois une proportion de gens, puis souvent, c'est des proportions assez importantes, en tout cas non négligeables, de gens qui, par exemple, ne vont pas maximiser leur contribution à un régime de retraite qui est contributif de l'employeur. On laisse de l'argent sur la table en faisant ça, là. C'est le genre de décision individuelle qui, pour moi, ça me témoigne qu'il y a un manque de connaissances financières. Ça peut être circonstanciel dans certains cas, mais quand on voit des pourcentages assez élevés de gens qui n'ont pas qui ne voient pas la valeur de ces programmes-là, pour moi, c'est inquiétant. Ça devient, en fait, dangereux de se baser uniquement sur le taux de salaire, quand dans le fond, si ce qu'on aspire, c'est d'avoir du confort financier, bien, premièrement, est-ce que je veux attendre que mon employeur voit ma valeur? Et deuxièmement, est-ce que je comprends les programmes auxquels j'ai accès et je les maximise? T'sais? Fait que ça, pour nous, ça... Encore là, est-ce que, comme employeur, notre rôle, c'est de faire l'éducation financière des gens? Tu sais, ça commence à être une approche un peu plus paternaliste. On peut, je crois pas que c'est notre rôle, mais en même temps, quand on voit que les gens, il y a toujours une proportion de gens qui ne réalisent pas la valeur financière de ce qu'on offre et qui, généralement, focus uniquement sur le taux de salaire, ben, ça devient problématique. Puis là, on se dit, ben, on pourrait peut-être investir un peu plus dans de l'éducation. Mais encore là, l'éducation financière, on ne peut pas les forcer à s'éduquer. Faut qu'il y ait un intérêt et beaucoup de gens n'ont pas cet intérêt-là. Après ça, c'est sûr que ça les ramène au taux de salaire comme unique façon d'obtenir le confort qu'ils veulent, finalement.
Ah, effectivement. Puis moi, j'y crois beaucoup parce que je vois une valeur. Tu sais, c'est sûr qu'à la base, je crois beaucoup, en fait, au développement de compétences. C'est fondamental en moi. Puis ça, je pense que c'est un axe. En tout cas, quand j'encourage, en fait, les gens à développer. Puis c'est vrai que parfois, les gens n'ont pas nécessairement de l'intérêt à proprement dit. Mais quand tu goûtes un peu à cette liberté-là, je trouve, ce que ça fait, c'est que ça nous ramène aussi à d'autres facteurs importants, en fait, dans notre emploi, au-delà du salaire. Parce que le salaire, c'est important, mais moi, je regarde aussi dans quel type d'environnement je travaille, que j'œuvre. C'est quoi, en fait, la flexibilité que je reçois dans une organisation pour la conciliation travail-vie personnelle? Est-ce que c'est compliqué pour moi de demander des vacances? Est-ce que je dois toujours travailler quand je prends des vacances parce que là, il faut toujours... Fait que, tu sais, pour moi, il y a plusieurs autres facteurs aussi qui sont importants qui fait que dans un environnement, on est bien, puis que c'est un élément où je peux justement... me dépasser puis amener le meilleur de moi-même. Tu sais, ça revient un peu à ça dans une entreprise. Puis, ça revient aussi à ce qui est important pour moi dans, tu sais, qu'est-ce que je veux accomplir professionnellement. Fait que je trouve que ça l'amène aussi d'autres facettes au-delà que simplement le salaire. C'est ça, la vraie liberté. La vraie liberté, c'est ça, c'est de pouvoir trouver plaisir dans ce qu'on fait, puis quand on ne trouve plus, de pouvoir se dire, mais je vais essayer autre chose. Puis ça, malheureusement aussi, je le vois. Tu sais, c'est des gens qui, là, on parle beaucoup de je veux augmenter mon salaire, mais tu sais, il y a des gens qui sont satisfaits de leur salaire. Ils ont des gens qui ont bien évolué dans une organisation, ils ont des postes qui reflètent, en fait, les conditions de travail, tu sais, des conditions alléchantes, mais ils ne sont pas nécessairement toujours heureux. Puis ça m'attriste un peu. Tu sais, ils le disent pas nécessairement, mais c'est quelque chose qu'ils me disent, ben, Mélanie, tu sais, je gagne bien ma vie, mais... Fait que, tu sais, c'est cet élément-là, je trouve qu'il ne faut pas perdre, en fait, le sens, tu sais, je pense aussi, en quelque sorte. Ou sans dire mais, on le voit, ça se voit vite quand il n'y a pas de passion, quand il n'y a pas d'intérêt pour ce qu'on fait, ça se voit assez facilement d'habitude. Effectivement. Puis, fait que, en résumé, tu sais, pour moi, quand on a parlé de quand même plusieurs éléments, je pense que ce que je retiens, je ne sais pas pour toi, mais c'est de dire... Je comprends pourquoi ces perspectives-là individuelles, de les aligner avec une organisation qui est en transformation, ça peut être un peu complexe parce qu'il y a plein de variables à l'intérieur de ça. Mais tu sais, je suis une personne aussi positive. Je pense qu'il y a quand même des leviers sur lesquels on peut agir qui fait en sorte qu'on est capable d'avoir ces conversations-là, qui fait en sorte que les gens sont un peu plus satisfaits de leurs valeurs, comprennent le rôle dans lequel ils exercent dans l'organisation, puis qu'on stimule en fait les bons comportements. Mm-hmm. Mm-hmm. En fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Pour moi, ça va toujours être une question d'utiliser les bons comparateurs quand on fait une démarche d'équité dans notre tête comme individu, si on veut. Quand on pense à notre salaire, finalement, c'est ça que j'essaie de dire. Utiliser les bons comparateurs. Utiliser aussi avec parcimonie les impressions qu'on obtient du marché, les signaux qu'on obtient du marché des chasseurs de tête et se développer sans attendre qu'une entreprise nécessairement le fasse à notre place et plutôt essayer d'oser pour aller se diversifier, chercher des compétences et comprendre la valeur de la rémunération globale. Et si on n'est pas satisfait, mais des fois, effectivement, ça arrive, les gens qui ont un retard par rapport au marché. T'sais, encore une fois, je disais, le salaire, c'est une histoire souvent. Si on n'est pas satisfait de cette histoire-là, on peut la changer. Ça se fait pas sans risque, mais ça se fait tout le temps. C'est tellement bien dit. Puis je pense que j'avais envie d'un peu de conclure notre conversation, en fait, avec peut-être une piste de réflexion qu'on peut laisser, en fait, à nos gens. Toi, tu occupes ce rôle-là en rémunération depuis quand même plusieurs années. Tu as vu beaucoup de choses. Je serais curieuse de t'entendre si tu avais peut-être à donner un conseil au jeune Sébastien, en fait, quand tu regardes un peu là, ton parcours professionnel. Ce serait quoi le conseil que tu te donnerais à toi-même? En fait, ça vient chercher plusieurs éléments qu'on a discutés. Je pense que le jeune Sébastien est tombé dans le piège d'utiliser son salaire pour mesurer sa valeur. Alors que le jeune Sébastien, ce qu'il voulait, c'était de la liberté. C'était pas le bon chemin nécessairement, ou en tout cas, c'était pas l'unique chemin pour trouver la liberté. La liberté, c'est pas juste de nature financière, c'est sûr que ça aide, mais d'aller chercher des compétences de plus, de se diversifier, de prendre des risques. Ce que je pense avoir fait quand même pas si mal.
Mais disons que il y avait toujours beaucoup d'hésitation. Ben, avec le recul, je me dis, la vraie liberté, c'est ça, c'est d'atteindre, en fait, c'est d'avoir la possibilité de dire, je veux ça, je veux ces conditions-là, je veux travailler dans tel domaine, je veux développer ces compétences-là, je veux tel type de rôle, et que ça devienne possible en se développant, tu sais. Ah, tout à fait. C'est drôle parce que je t'écoutais, puis moi, je me disais, en fait, l'inverse, dans la mesure où moi, je suis une personne qui aime beaucoup apprendre. Fait que j'ai souvent levé ma main, j'ai voulu faire plus, j'ai pris plein de risques. J'étais super passionnée, puis je le suis encore, en fait, là, d'ailleurs. Puis on dirait que j'ai un peu construit ma carrière, en fait, là, comme ça. Mais quand je regarde avec recul, je me dis un conseil que je me donnerais, c'est que j'avais envie peut-être de dire, sois fier de ce que tu as appris, puis ose avoir ces conversations-là pour un peu mettre en valeur, puis me battre un peu en quelque sorte pour moi-même. Tu sais, je pense que je l'ai beaucoup fait par la nature aussi de mon rôle pour les autres, de m'assurer en fait là, que les gens étaient satisfaits puis que ils étaient payés à leur juste valeur, mais je trouve que je me suis pas nécessairement inclus là-dedans. Puis je me dis, c'est intéressant. Tu sais, Est-ce que c'est ton podcast, mais je vais quand même poser une question. Vas-y donc. As-tu l'impression que tu n'as pas pris assez de risques? Ben, en fait, c'est que je pense que j'ai pas osé avoir ces conversations-là assez. Je pense que c'est ça que je retiens, dans le fond, puis de me battre un peu plus pour ces éléments-là. Parce que, tu sais, ça arrive des fois qu'on a des moments où on a l'impression qu'il y a une iniquité. Puis c'est là où tu veux avoir ces conversations-là, mais tu n'as pas nécessairement toujours l'impression qu'il y a une réceptivité de l'autre côté. Puis c'est là où je pense que ça peut être démotivant et désengageant pour une personne. Puis moi, que je suis une personne passionnée, fait que je vais aller chercher mon engagement comme je le peux à certains égards, mais j'aurais peut-être poussé un petit peu plus, je pense, avec recul. Moi, je pense que c'est un peu ça là, que je retiens. Parce qu'on a travaillé dans notre jeune carrière ensemble dans les mêmes organisations. C'est comme ça qu'on s'est connus. Ouais. Puis ça t'as jamais donné l'impression de manquer de cette audace-là. Fait que c'est intéressant d'entendre. Oui, bien, c'est avec recul. Tu sais, je pense qu'on en a tous un peu à quelque part, mais c'est de dire, peut-être que j'en aurais eu un petit peu plus. Puis c'est correct aussi. Tu sais, puis ça fait partie, en fait, de notre évolution, de l'apprentissage. Puis je trouve que ça peut peut-être inciter, en fait, les gens aussi qui nous écoutent à prendre ce moment-là, en fait, pour dire un peu où ils se voient, puis comment, en fait, ils peuvent avoir ces conversations-là de part et d'autre, peu importe le rôle qu'on exerce dans l'organisation. Écoute, merci beaucoup, en fait, Sébastien, pour cette belle conversation-là. Tu es passionné par le sujet et ça paraît. Donc, toujours un plaisir d'échanger. Des fois trop? Non, c'est parfait. Merci pour l'invitation. Bien, ça fait plaisir. Puis merci, en fait, à tous, en fait, là, qui ont pris le temps de nous écouter pour cette conversation-là sur la rémunération et comment ça peut être un outil, en fait, de transformation. Puis comment on peut, évidemment, bien aligner ce qu'on souhaite, nos perspectives individuelles, en fait, avec celles de l'organisation. Donc, si jamais c'est des éléments en fait qui vous amènent à réfléchir, n'hésitez pas en fait à nous contacter. En fait, ça peut être sur LinkedIn ou regarder un peu sur notre site web de leadershipevolution.ca. Donc, merci à tous et bonne fin de journée.